Paris, 1672. Dans une chambre ornée de tapisseries de soie, une main délicate saisit une petite fiole de verre bleu. Le liquide, à l'intérieur, est parfaitement transparent, comme de l'eau de rose. On entend le léger tintement du cristal, puis le glissement du vin rouge versé dans une coupe d'argent. 3 gouttes tombent. Elles disparaissent instantanément, invisibles dans le bordeaux sombre. La femme replace la fiole sur sa coiffeuse, entre un flacon de parfum et un miroir vénitien. Son mari entre dans la chambre. Elle lui tend la coupe avec un sourire. Ses mains tremblent légèrement, mais il ne le remarque pas. Il boit. Il ne sent rien d'inhabituel. Le vin a le même goût que d'habitude. 3 gouttes, 10 jours, une mort. Et personne ne saura pourquoi. Cette scène s'est répétée plus de 600 fois à travers l'Europe du XVIIe siècle. Le poison s'appelait Aqua Tofana. Son créatrice était une femme nommée Giulia Tofana. Sa clientèle, presque exclusivement des épouses. Ses victimes, presque exclusivement des maris. Son arme était si parfaite qu'elle imitait la maladie naturelle, si discrète que même les médecins les plus savants ne pouvaient la détecter. Aujourd'hui, nous ne racontons pas l'histoire d'un crime. Nous racontons l'histoire d'une épidémie silencieuse qui a traversé les frontières, de Naples à Rome, de Florence à Paris. L'histoire du poison le plus célèbre jamais créé par une femme, pour les femmes. L'histoire de l'Aqua Tofana. Bienvenue sur Poison de l'Histoire, votre guide dans les secrets toxiques du passé français. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'unique. Au lieu d'explorer un crime isolé, nous retraçons l'histoire d'un poison qui a tué pendant près d'un siècle. Un poison qui a commencé en Italie, mais qui a trouvé certaines de ses clientes les plus célèbres en France. Un poison vendu discrètement comme cosmétique, caché sur les coiffeuses de centaines de femmes. L'Aqua Tofana représente bien plus qu'une curiosité toxicologique. C'est une fenêtre sur une époque où le mariage était prison, où le divorce n'existait pas, où une femme désespérée n'avait qu'une seule porte de sortie. Ce liquide transparent a libéré certaines femmes de mariages violents. Il a aussi permis des meurtres motivés par la cupidité. Ces deux vérités coexistent dans cette histoire complexe et troublante. Si les secrets toxiques de l'histoire vous fascinent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et dans les commentaires, dites-nous, Giulia Tofana était-elle une héroïne des opprimés ou une simple meurtrière? Votre perspective nous intéresse. Bienvenue sur Poison de l'Histoire, votre guide dans les secrets toxiques du passé français. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'unique. Au lieu d'explorer un crime isolé, nous retraçons l'histoire d'un poison qui a tué pendant près d'un siècle. Un poison qui a commencé en Italie, mais qui a trouvé certaines de ses clientes les plus célèbres en France. Un poison vendu discrètement comme cosmétique, caché sur les coiffeuses de centaines de femmes. L'Aqua Tofana représente bien plus qu'une curiosité toxicologique. C'est une fenêtre sur une époque où le mariage était prison, où le divorce n'existait pas, où une femme désespérée n'avait qu'une seule porte de sortie. Ce liquide transparent a libéré certaines femmes de mariages violents. Il a aussi permis des meurtres motivés par la cupidité. Ces deux vérités coexistent dans cette histoire complexe et troublante. Si les secrets toxiques de l'histoire vous fascinent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et dans les commentaires, dites-nous, Giulia Tofana était-elle une héroïne des opprimés ou une simple meurtrière? Votre perspective nous intéresse. Giulia Tofana naît aux environs de 1620 à Palerme, en Sicile. Son histoire commence dans le sang. Sa mère, Tofania d'Adamo, est exécutée en 1633 pour fabrication et vente de poison. Certains historiens pensent que la mère a transmis ses secrets à sa fille avant de mourir. D'autres suggèrent que Giulia a développé sa propre formule après avoir observé le commerce maternel. Jeune veuve dans les années 1640, Giulia établit son atelier à Naples. Elle se présente comme apothicaire et fabricante de cosmétiques. Son produit vedette porte plusieurs noms. Aqua Tofana, Aqua di Perugia, ou le plus astucieux, Manna di San Nicola. En le baptisant Manne de Saint-Nicolas,
elle le déguise en remède religieux. Les fioles portent l'image du saint. Quelle autorité oserait interdire un produit apparemment béni? Mais que contient vraiment cette eau miraculeuse? Giulia a créé une formule tripartite redoutable. L'ingrédient principal est l'arsenic blanc, trioxyde d'arsenic scientifiquement. Cette poudre cristalline se dissout parfaitement dans l'eau, créant un liquide totalement transparent, sans odeur, pratiquement sans goût. Imaginez tenir une fiole devant la lumière. Vous voyez simplement de l'eau pure. Le génie de Giulia ne s'arrête pas là. Elle ajoute des sels de plomb, probablement acétate de plomb, qui amplifie la toxicité de l'arsenic tout en produisant confusion mentale et douleurs abdominales terribles. Enfin, elle incorpore un extrait de belladone, plante au baie noire mortelle. La belladone provoque fièvre, dilatation des pupilles, hallucinations. Ensemble, ces trois substances créent un tableau clinique qui imite parfaitement une maladie infectieuse. 4 à 6 gouttes suffisent pour tuer un homme adulte. Mais ces gouttes ne doivent jamais être administrées ensemble. Giulia Tofana fournit des instructions précises à ses clientes. L'Aqua Tofana ne tue pas instantanément. C'est précisément ce qui fait sa redoutable efficacité. Une goutte dans le vin du dîner. Le mari ne remarque rien. Le lendemain, une autre goutte dans sa soupe. Le surlendemain, une troisième dans son eau matinale. Cette administration graduelle évite le vomissement immédiat. L'arsenic à faible dose passe la barrière gastrique et s'accumule dans l'organisme. Le corps ne peut l'éliminer rapidement. Chaque nouvelle dose s'ajoute à la précédente. La concentration toxique augmente jour après jour, silencieusement, invisiblement. Les symptômes apparaissent progressivement. Premier jour, légère fatigue, perte d'appétit, rien d'alarmant. Deuxième ou troisième jour, nausée modérée. Le malade croit avoir mangé quelque chose d'avarié. Sa femme attentionnée l'installe au lit, lui apporte des bouillons réconfortants, contenant peut-être la dose suivante. Quatrième ou cinquième jour, diarrhée, crampes abdominales, déshydratation. Un médecin diagnostique dysenterie ou fièvre maligne. Les traitements de l'époque, saignée, purge, lavement, affaiblissent davantage le patient. Entre le 6e et le 10e jour, surviennent les symptômes terminaux. Convulsions provoquées par la belladone, délire, défaillance des organes empoisonnés par l'arsenic et le plomb. La mort semble naturelle. L'épouse pleure. Les voisins compatissent. Personne ne soupçonne le crime parfait. Giulia Tofana ne vend pas son produit ouvertement. Elle opère par recommandation, créant un réseau clandestin sophistiqué. Une femme désespérée entend parler du remède par une amie de confiance. Cette amie la conduit chez une intermédiaire, jamais directement chez Giulia. L'intermédiaire évalue la situation, pose des questions, jauge la discrétion de la candidate. Ce système de compartimentage protège Giulia. Beaucoup de clientes ignorent son identité réelle. Elles traitent avec des revendeuses qui elles-mêmes peuvent ignorer la source originale. Les archives judiciaires révèlent qu'à son apogée, le réseau compte des dizaines de femmes à travers l'Italie, Naples, Rome, Florence, Venise, Palerme. Le prix varie selon la fortune de l'acheteuse. Une noble paie l'équivalent de plusieurs mois de salaire d'un artisan. Une femme pauvre paie moins, parfois reçoit le poison gratuitement si Giulia juge sa situation terrible. Cette générosité assure la loyauté du réseau. Une femme reconnaissante ne dénonce pas sa bienfaitrice. Les fioles sont conçues pour tromper. Petites, ornées d'images religieuses ou de motifs floraux, elles ressemblent à des flacons de parfum. Une femme peut les garder sur sa coiffeuse sans éveiller curiosité. Le mari qui voit la Manna di San Nicola avec l'effigie du saint ne s'inquiète pas. Sa femme possède simplement un remède pieux, peut-être pour les maux de tête ou la beauté du teint. Entre 1650 et 1659, Giulia Tofana règne sur un empire toxique qui s'étend à travers toute l'Italie. Les documents du procès mentionnent qu'elle a vendu son poison à plus de 600 femmes. Certaines étaient des victimes de violences conjugales cherchant désespérément leur liberté. D'autres poursuivaient des motivations moins nobles.
À Rome, un riche commerçant nommé Francesco Grandi meurt en 1653 après 2 semaines de maladie mystérieuse. Les médecins ne comprennent pas. Fièvre, vomissements, délire, convulsions, mort. Sa veuve hérite d'une fortune considérable. Interrogée des années plus tard, elle avoue avoir acheté le poison à une certaine Girolama, fille de Giulia Tofana. Elle verse en pleurant: son mari la battait, dilapidait leur argent au jeu, menaçait de la tuer. À Naples, 3 frères héritiers d'une fortune familiale périssent successivement de fièvres suspectes entre 1654 et 1656. Leur belle-sœur, veuve du premier frère, épouse ensuite le deuxième. Quand il meurt aussi, elle épouse le troisième. Quand celui-ci périt également, elle hérite de tout. Une parente jalouse dénonce finalement. La veuve avoue 3 maris, 3 fioles d'aqua Tofana. Giulia Tofana devient riche. Elle habite une belle maison à Rome, s'habille élégamment, donne aux pauvres pour maintenir sa réputation de femme charitable. Ses filles travaillent avec elle. Le commerce prospère dans l'ombre, protégé par le silence complice de centaines de femmes. L'Empire s'effondre en juillet 1659. Selon la version la plus répandue, une cliente prise de remords confesse son intention à un prêtre. Le curé, horrifié, alerte les autorités papales. D'autres sources suggèrent qu'un mari soupçonneux surprend sa femme versant quelque chose dans son vin et la force à avouer sous menace. Giulia Tofana, sentant le danger, se réfugie dans l'église Santa Maria in Portico à Rome, profitant du droit d'asile ecclésiastique. Mais les accusations sont trop graves. Le pape Alexandre VII autorise personnellement sa capture. Les gardes pontificaux violent l'asile et la sortent de force du sanctuaire le 5 juillet 1659. Avec elle sont arrêtées ses 2 filles, Girolama et une autre dont le nom reste incertain, ainsi que plusieurs complices principales, dont Hieronima Spara, qui dirigeait son propre réseau parallèle. Les interrogatoires commencent immédiatement. La torture reste méthode légale d'investigation. Sous la question, plusieurs femmes avouent. Certaines nomment leurs victimes, d'autres révèlent l'étendue du réseau. Les révélations se multiplient comme une traînée de poudre. Chaque arrestation mène à d'autres noms, d'autres crimes. Rome découvre qu'un commerce de mort a prospéré pendant 20 ans sous son nez. La ville est choquée. Comment tant de femmes ont-elles pu participer à cette conspiration silencieuse? Comment tant d'hommes sont-ils morts sans que personne ne comprenne? Le procès se déroule devant un tribunal ecclésiastique durant l'été 1659. Les charges retenues sont multiples: fabrication et distribution de poison, complicité de meurtre dans plus de 600 cas, corruption de femmes chrétiennes, pratiques potentiellement hérétiques. Les autorités considèrent Giulia non seulement comme criminelle, mais comme agent du chaos social. Une femme qui aide d'autres femmes à tuer leur mari renverse l'ordre divin lui-même. Les témoignages s'accumulent jour après jour. D'anciennes clientes, espérant la clémence, décrivent comment elles ont obtenu et utilisé le poison. Des veuves avouent en pleurant. Des médecins témoignent de cas suspects qu'ils avaient traités sans comprendre. Un médecin romain raconte le cas d'un noble mort en 1657 avec tous les symptômes d'une fièvre maligne. 3 ans plus tard, la veuve avoue aqua Tofana. Giulia Tofana, selon les comptes rendus, ne montre aucun repentir. Elle refuse de livrer la formule exacte. Elle ne dénonce pas les clientes non encore identifiées. Son silence obstiné frustre le tribunal. Les juges ordonnent la torture pour la faire parler. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle révèle sous la question, mais certains éléments de la composition chimique apparaissent dans les archives. Le verdict tombe le 15 septembre 1659. Giulia Tofana est condamnée à mort par strangulation, suivie de la crémation de son corps pour qu'aucune relique ne subsiste. Ses filles et Hieronima Spara reçoivent la même sentence. D'autres complices sont condamnés à de longues peines de prison. Les clientes qui ont avoué et montré du repentir reçoivent des pénitences religieuses sévères mais évitent la mort.
L'exécution a lieu le 12 juillet 1659 sur la Piazza di Campo dei Fiori à Rome, lieu traditionnel des supplices. Giulia Tofana meurt étranglée devant une foule immense. Son corps est ensuite brûlé. Les autorités espèrent que cette démonstration publique mettra fin au commerce de l'Aqua Tofana. Elle se trompe gravement. La mort de Giulia Tofana n'éteint pas son héritage. La formule survit, transmise de femme en femme, circulant dans l'ombre. Et pendant les années 1660, elle franchit les Alpes. Comment l'Aqua Tofana arrive-t-elle en France? Les archives suggèrent plusieurs routes. Certaines complices de Tofana fuient Rome après 1659, emportant le secret avec elles. Des marchandes italiennes itinérantes traversent régulièrement les frontières. Des femmes nobles italiennes mariées à des aristocrates français apportent peut-être le savoir dans leurs bagages. Les ports de Marseille et de Lyon, avec leurs nombreux échanges commerciaux avec l'Italie, deviennent probablement points d'entrée. La première mention française apparaît dans les années 1665-1667. Des apothicaires parisiens signalent des achats suspects d'arsenic par des femmes. Des médecins notent une augmentation inexpliquée de morts masculines par fièvre mystérieuse. Mais ces observations restent isolées. Personne ne fait encore le lien. Le vrai scandale éclate en 1676 avec l'arrestation de Marie-Madeleine de Brinvilliers, marquise parisienne. Interrogée, elle révèle avoir empoisonné son père et ses deux frères avec de l'arsenic administré progressivement. Son complice et amant, Gaudin de Sainte-Croix, a appris la technique lors d'un séjour en Italie au début des années 1660. La méthode décrite dans les interrogatoires correspond exactement à celle de Tofana, doses répétées, plusieurs jours, symptômes graduels. Mais Marie-Madeleine de Brinvilliers n'est que la partie visible. L'affaire des poisons, qui éclate en 1677, révèle l'étendue véritable du commerce toxique parisien. Et au cœur de ce réseau se trouve une substance que les empoisonneuses appellent parfois eau de Naples ou poudre de succession. L'Aqua Tofana a trouvé une nouvelle patrie. Catherine Deschays, dite la Voisin, règne sur le monde de l'empoisonnement parisien entre 1665 et 1669. Sage femme, avorteuse, diseuse de bonne aventure, elle vend aussi des poisons à une clientèle aristocratique. Parmi ses substances favorites figure un liquide transparent qu'elle appelle parfois eau divine ou élixir de longue vie. Les documents du procès révèlent sa composition: arsenic, plomb, cantharide. L'Aqua Tofana, sous un nouveau nom. La Voisin ne travaille pas seule. Son réseau inclut Marie Bosse, Marie Vigoureux, Marguerite Monvoisin, sa propre fille, et des dizaines d'autres. Elles fournissent du poison à des duchesses, des marquises, des bourgeoises. Les motivations varient: se débarrasser de maris encombrants, hériter plus rapidement, éliminer des rivales amoureuses. L'un des cas les plus troublants implique Madame de Poulaillon, dame de la petite noblesse. En 1668, elle achète de l'Aqua Tofana à la Voisin pour empoisonner son mari. Elle suit scrupuleusement les instructions, une goutte par jour dans son vin. Le mari tombe malade le 4e jour. Fièvre, vomissement, faiblesse. Le médecin diagnostique une fièvre putride. Le 7e jour, l'homme agonise. Sa femme pleure à son chevet. Le 8e jour, il meurt. Madame de Poulaillon hérite. Elle se remarie 6 mois plus tard. Personne ne soupçonne rien jusqu'à son arrestation en 1679, 10 ans après le crime. Un autre cas implique la duchesse de Vivonne, qui aurait acheté du poison pour éliminer une rivale à la cour. Selon les témoignages, elle administre l'Aqua Tofana dans des gâteaux sucrés offerts comme cadeaux. La rivale meurt en 1671, après une semaine de maladie mystérieuse. Ce cas ne sera jamais officiellement prouvé. La duchesse bénéficie de sa position sociale. Louis XIV ordonne que son nom soit effacé des archives. La justice a ses limites quand elle touche trop près du trône. Les interrogatoires de la voisine révèlent l'ampleur du commerce. Entre 1665 et 1679, elle estime avoir vendu du poison à plus de 200 femmes.
Pas toutes ne l'ont utilisée. Certaines l'ont achetée, puis se sont repentées. D'autres l'ont gardée comme assurance. Arme de dernier recours si la situation devenait intolérable. Mais combien l'ont vraiment utilisée? Combien d'hommes sont morts dans leur lit parisien, empoisonnés par les mains qui leur servaient le dîner? Nous ne le saurons jamais. Le cas le plus explosif de l'affaire des poisons implique Madame de Montespan, maîtresse favorite de Louis XIV. Les accusations sont terrifiantes. Elle aurait consulté la voisine pour obtenir des philtres d'amour, participé à des messes noires et même envisagé d'empoisonner le roi si son affection diminuait. Les témoignages varient sur l'implication réelle de Montespan avec l'Aqua Tofana. Certaines complices de la voisine affirment qu'elle a acheté du poison en 1677, quand Louis XIV commençait à s'intéresser à d'autres femmes. D'autres témoignages suggèrent qu'elle a seulement acheté des aphrodisiaques et des parfums enchantés. La vérité reste obscure. Ce qui est certain, Louis XIV refuse de laisser cette affaire détruire sa maîtresse et, par extension, sa propre réputation. En 1682, il dissout brusquement la Chambre ardente, tribunal spécial créé pour juger les empoisonneurs. Il ordonne que les documents compromettants soient brûlés. Certains dossiers disparaissent à jamais. Madame de Montespan n'est jamais officiellement accusée. Elle perd graduellement la faveur royale et se retire à l'abbaye de Saint-Joseph en 1691. L'intervention royale crée un précédent terrible. Quand les crimes touchent les puissants, la justice s'arrête. Combien d'aristocrates ont échappé au châtiment parce que Louis XIV a préféré protéger sa cour plutôt que poursuivre la vérité? L'Aqua Tofana ne disparaît pas avec l'affaire des poisons. Elle continue de circuler au XVIIIe siècle, plus discrètement mais toujours mortellement. Les archives judiciaires françaises révèlent plusieurs cas troublants. En 1709, à Toulouse, Marguerite d'Aubenton est exécutée pour avoir empoisonné 3 maris successifs avec ce qu'elle appelle « élixir de longue vie ». L'analyse post-mortem, rudimentaire mais révélatrice, détecte des traces d'arsenic dans les tissus. Elle avoue avoir acheté la formule à une Italienne de passage 15 ans auparavant. La même formule, les mêmes instructions. L'Aqua Tofana. En 1724, à Lyon, un scandale éclate quand 5 veuves sont arrêtées simultanément. Toutes ont acheté le même poison à une certaine Madame Giulietta, pharmacienne d'origine italienne. Les enquêteurs découvrent dans son atelier des fioles étiquetées Manna di San Nicola, exactement comme celle de Giulia Tofana, 65 ans plus tôt. Madame Giulietta est condamnée au bûcher. Les 5 veuves sont pendues. En 1751, à Bordeaux, le dernier cas documenté d'Aqua Tofana en France survient. Une jeune femme nommée Élise Moreau empoisonne son mari violent avec un liquide hérité de sa grand-mère. Interrogée, elle explique que sa grand-mère le tenait de sa propre mère, qu'il l'avait reçu d'une Italienne à Paris dans les années 1670. 3 générations. Le poison de Giulia Tofana a survécu presque un siècle. Pourquoi ces cas diminuent-ils après 1750? Plusieurs raisons. Les lois sur la vente d'arsenic sont devenues plus strictes. Les apothicaires tiennent des registres détaillés. Les médecins commencent à soupçonner l'empoisonnement plus facilement. Mais surtout, une révolution scientifique approche qui rendra l'arsenic détectable pour la première fois dans l'histoire. Pendant presque 2 siècles, l'arsenic règne comme poison indétectable. Cette impuissance change radicalement au XIXe siècle avec l'émergence de la toxicologie moderne. En 1836, James Marsh, chimiste britannique, développe le premier test fiable de détection d'arsenic. Le test de Marsh fonctionne par réaction chimique. L'échantillon suspect est mélangé avec de l'acide sulfurique et du zinc. Si de l'arsenic est présent, il se forme un gaz qui, chauffé, laisse un dépôt métallique caractéristique brun-noir et brillant. Cette tache de Marsh constitue une preuve irréfutable. L'impact est immédiat. En 1840, lors du procès de Marie Lafarge en France, accusée d'avoir empoisonné son mari, le test de Marsh est utilisé pour la première fois devant un tribunal français. Mathieu Orfila,
père de la toxicologie moderne, témoigne personnellement. Le test détecte de l'arsenic. Marie Lafarge est condamnée. L'ère du poison indétectable prend fin brutalement. Avec cette avancée scientifique, l'utilisation de l'arsenic comme poison chute dramatiquement. Les empoisonneuses potentielles savent désormais que le crime sera découvert. L'Aqua Tofana, si redoutable au XVIIe siècle, devient obsolète face à la science du XIXe. Le règne de Giulia Tofana se termine finalement, non par la loi ou la morale, mais par la chimie. L'affaire Tofana et ses ramifications françaises ont transformé la législation européenne sur les poisons. Les États pontificaux durcissent les lois en 1660. En France, l'ordonnance royale de 1682, promulguée après l'affaire des poisons, impose des restrictions strictes sur la vente d'arsenic, de sublimés corrosifs et d'autres toxiques. Les apothicaires doivent tenir des registres détaillés. Les contrevenants risquent prison et fermeture de commerce. Ces lois restent en vigueur jusqu'à la Révolution française, puis sont renforcées au XIXe siècle. En 1846, la France adopte la loi sur les substances vénéneuses, qui exige prescription médicale pour l'achat de nombreux poisons. Cette législation découle directement des scandales du XVIIe siècle. L'impact social est plus complexe. L'affaire Tofana révèle publiquement la violence cachée du mariage. Certains moralistes commencent à discuter prudemment de la condition féminine. Des théologiens débattent des circonstances où une séparation pourrait être justifiée. Ces discussions restent minoritaires, mais marquent une prise de conscience. Paradoxalement, l'affaire renforce aussi les stéréotypes misogynes. La femme empoisonneuse devient archétype culturel, silencieuse, trompeuse, mortelle. Cette image persiste dans la littérature, l'art, la jurisprudence pendant des siècles. Ève tentatrice, Médée meurtrière, toutes les figures féminines associées au poison trouvent nouvelle vie dans l'histoire de l'Aqua Tofana. L'Aqua Tofana entre rapidement dans la mythologie populaire. Alexandre Dumas la mentionne dans plusieurs romans. Honoré de Balzac y fait référence dans La cousine bête. Des opéras italiens du XVIIIe siècle incluent des arias sur les poisons de femmes. Le poison devient expression idiomatique. En Italie, fare la tofana signifie empoisonner quelqu'un lentement. En France, poison de succession ou poudre de succession désigne toute substance utilisée pour hâter un héritage. Ces expressions survivent jusqu'au XXe siècle. Dans la culture moderne, l'Aqua Tofana apparaît régulièrement dans la fiction. Des romans policiers historiques aux séries télévisées, l'image de la fiole innocente contenant la mort fascine toujours. La série Borgia mentionne le poison. Des romans comme The Poisoner's Handbook analysent son impact historique. L'Aqua Tofana est devenue autant symbole culturel que réalité chimique, représentant le danger caché sous l'apparence innocente. Alors, qui était Giulia Tofana, héroïne des opprimés ou simple meurtrière? L'histoire refuse les réponses simples. Elle a créé une arme pour les femmes sans pouvoir, vivant dans un monde où le mariage pouvait devenir prison à vie, où la violence conjugale ne constituait pas un crime, où aucune porte de sortie légale n'existait. Dans ce contexte, l'Aqua Tofana représentait parfois la seule libération imaginable. Mais cette compréhension ne peut ignorer les 600 victimes. Tous n'étaient pas des tyrans domestiques. Certaines clientes étaient motivées par la cupidité, l'héritage, l'ambition. Giulia Tofana ne discriminait pas. Elle vendait à toutes. Cette indifférence morale complique notre jugement. Elle a libéré certaines femmes de situations terribles. Elle a aussi permis des centaines de meurtres. L'histoire de l'Aqua Tofana nous enseigne une leçon troublante sur le pouvoir et la justice. Quand le système légal refuse la justice, quand les autorités protègent les oppresseurs, la violence clandestine émerge. Le poison de Giulia Tofana n'est pas né du vide. Il est né du désespoir systémique d'une époque qui enfermait les femmes dans des mariages irrévocables. Cette réalité explique sans excuser, elle contextualise sans absoudre. Et aujourd'hui, le divorce existe.
Les lois protègent contre la violence domestique. Les femmes possèdent des droits légaux. Pourtant, dans certaines parties du monde, des femmes vivent encore dans des conditions similaires au XVIIe siècle. L'Aqua Tofana nous rappelle que lorsque la société refuse la justice, certains créent la leur, avec des conséquences tragiques pour tous. La vraie leçon n'est pas de glorifier le poison, ni de condamner simplement les empoisonneuses. La leçon est de construire des sociétés où personne ne doit choisir entre l'oppression et le meurtre, où la justice est accessible sans avoir besoin de fioles cachées sur les coiffeuses, où la liberté ne passe pas par la mort. L'Aqua Tofana reste l'un des poisons les plus fascinants et troublants de l'histoire européenne. Pendant près d'un siècle, ce liquide transparent a circulé dans l'ombre, de Naples à Paris, porté par un réseau de femmes qui partageaient un secret mortel. Giulia Tofana a créé plus qu'un poison. Elle a créé un symbole de son époque, révélant ce que la société préférait cacher, que derrière les façades respectables se cachaient désespoir, violence et mort. 600 victimes, des centaines de femmes impliquées, un scandale qui a ébranlé la France et l'Italie, et une question qui résonne encore, quand l'oppression ne laisse aucune porte de sortie, jusqu'où peut aller le désespoir? Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à Poison de l'Histoire pour découvrir chaque semaine un nouveau secret toxique du passé français. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Giulia Tofana était-elle une héroïne tragique ou une criminelle sans scrupules? De quelle ville nous regardez-vous? La semaine prochaine, nous explorons l'histoire de Marie-Madeleine de Brinvilliers, marquise parisienne qui a utilisé l'Aqua Tofana pour empoisonner toute sa famille dans les années 1670. Le poison de Giulia Tofana avait traversé les Alpes et trouvé sa cliente la plus célèbre dans la noblesse française. Une histoire de passion, de trahison et de mort qui a choqué la cour de Louis XIV. À bientôt sur Poison de l'Histoire. Et rappelez-vous, dans l'histoire, les monstres ont parfois le visage des victimes, et les victimes celui des monstres. L'Aqua Tofana nous force à regarder cette vérité en face.